On termine ce chapitre sur la dimension finie par une deuxième vidéo sur les hyperplans en dimension finie. Avant, je vais faire un retour sur le chapitre 18, le chapitre sur les applications linéaires, pour vous rappeler comment on fait pour démontrer que quelque chose est un hyperplan. Donc on a deux possibilités. Soit on applique la définition, c'est-à-dire pour démontrer que H est un hyperplan de grand E, on démontre que c'est un sous-espace vectoriel qui admet au moins une droite vectorielle pour supplémentaire, c'est-à-dire tel qu'on est E égale H plus D en somme directe. Première possibilité. Deuxième possibilité, on démontre tout simplement que H est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Évidemment, il faut bien que cette forme linéaire soit non nulle, puisque si c'est la forme linéaire constante égale à 0, le noyau de F, ce serait E en entier. J'en profite pour vous rappeler aussi qu'on avait un corollaire qui était important, puisqu'il disait que finalement, si H est un hyperplan, n'importe quelle droite vectorielle qui n'est pas inclue dans H est un supplémentaire de H dans E. On revient à notre chapitre 20 avec cette fois une troisième caractérisation. Donc je viens de vous rappeler deux caractérisations et en voici une troisième. Si H est un sous-espace vectoriel de E, alors H est un hyperplan de E si et seulement si dim de H est égal à n-1. Alors cette troisième caractérisation, contrairement aux deux autres, elle ne marche évidemment qu'en dimension finie. Ici on a E, un espace vectoriel de dimension n. Donc c'est une caractérisation par la dimension. On va démontrer les deux implications. Donc d'abord on suppose que H est un hyperplan de E. On vient de revoir la définition, ça veut dire qu'il existe une droite vectorielle D, telle que H et D soient supplémentaires de E. On applique la formule pour la dimension, quand on a une somme directe, c'est très simple. Dim de E est égal à dim de H plus dim de D. J'en déduis directement dim de H égale dim de E moins dim de D. Dim de E c'est n et dim de D c'est 1. Réciproquement, on suppose que dim de H est égal à n-1. Donc cette fois on va utiliser la proposition 4. J'ai le droit de l'appliquer parce que E est un espace vectoriel de dimension finie. Et cette proposition 4 dit que n'importe lequel de ces sous-espaces vectoriels admet alors un supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup il existe au moins un sous-espace vectoriel f de E, tel que E égale H plus F, en somme directe. Il ne reste plus qu'à démontrer que f est une droite vectorielle pour pouvoir prouver que H est un hyperplan. Pour ce faire, on peut encore appliquer la formule sur les dimensions quand on a une somme directe. Je peux isoler dim de f, ça fait dim de E moins dim de H. J'obtiens n moins n moins 1, il reste juste 1. Donc on a bien démontré que f est une droite vectorielle, et du coup, que H est un hyperplan de E. Des exemples, donc en dimension 2, un hyperplan c'est quoi? C'est un sous-espace de dimension 2-1, c'est-à-dire un sous-espace de dimension 1, c'est tout simplement les droites vectorielles. Et en dimension 3, un hyperplan c'est un sous-espace de dimension 3-1, c'est-à-dire un sous-espace de dimension 2. Autrement dit, c'est un plan vectoriel. Corollaire 12, alors en fait, j'ai mis ce corollaire 12 dans cette partie sur les hyperplans, mais c'est pas un corollaire en fait du théorème 10, c'est un corollaire plutôt de ce corollaire 11, qui nous disait quoi? Qui nous disait que quand on a une forme linéaire de E et un vecteur x de E, on a f de x qui s'écrit sigma dai xi. Donc ce corollaire 12, qui est en fait, donc je viens de le dire, un corollaire du corollaire 11, dit qu'une partie h de E est un hyperplan si et seulement si elle admet dans B une équation de la forme sigma des AI xi égale 0, où les AI forment un nuplet qui n'est pas le nuplet constant égal à 0. Bon, juste un point sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une équation, dire que h admet ceci pour équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un vecteur x qui a pour coordonnée xi dans la base des EI, c'est-à-dire un vecteur x qui s'écrit sigma des xi EI, on a qui x appartient à h si et seulement si cette équation est vérifiée. Donc c'est bien ça, avoir une équation d'un hyperplan, ou avoir une équation d'une droite, ou une équation d'un plan, ou je ne sais quoi, c'est bien avoir une caractérisation sur les coordonnées d'un vecteur, pour savoir si oui ou non ce vecteur appartient à h. Donc là cette équivalence dit que ce vecteur x appartient à h si et seulement si ses coordonnées, donc ces coordonnées ce sont les xi, satisfont cette équation. Donc vous voyez que ce théorème-là, ce corollaire-là, j'ai vraiment rien à démontrer, puisque c'est vraiment un corollaire immédiat du corollaire 11 qui est ici, et
d'une proposition du chapitre 18 qui disait que un hyperplan c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Et donc, pour être clair, hyperplan égale noyau d'une forme linéaire non nulle, et forme linéaire égale une expression de la forme sigma dai xi. Donc là j'ai bien f de x égale 0. Donc j'ai bien que h est le noyau d'une forme linéaire. Dire qu'elle est non nulle, évidemment, ça implique que les AI ne soient pas tous nuls, puisque vous comprenez bien que si les AI étaient tous nuls, ma forme linéaire, elle serait constante égale à 0. Exemple 6, dans un espace de dimension 2, l'équation d'une droite vectorielle, c'est bien de la forme, donc si vous préférez avec les notations de la proposition qui sont là, ce serait a1x1 plus a2x2 égale 0. J'ai écrit ax plus by égale 0 parce que quand on est en dimension 2, on a plutôt l'habitude d'écrire xy, les coordonnées d'un vecteur, et pareil en dimension 3, l'équation d'un plan, c'est quelque chose de la forme ax plus by plus cz égale 0. Donc une remarque importante, dans une base de données, l'équation d'un hyperplan n'est pas unique, on peut tout de suite le voir, puisque si j'ai sigma dai xi égale 0 qui est l'équation d'un hyperplan, alors si je multiplie tout par 2, j'ai également une autre équation d'un hyperplan. Bon, en fait, on ne peut pas en trouver d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais l'équation d'un hyperplan, je connais automatiquement toutes les équations d'un hyperplan, parce qu'il suffit juste de multiplier par un scalaire non nul. Autrement dit, toutes les équations d'un même hyperplan sont toutes proportionnelles. C'est ce que dit le corollaire 13. Si j'ai deux hyperplans, un qui a pour équation sigma dai xi égale 0 et l'autre pour équation sigma dbi xi égale 0, ces deux hyperplans sont confondus si et seulement si les scalaires sont proportionnels, c'est-à-dire si les bi sont tous égaux à lambda fois ai, avec le même lambda donc pour chacun des scalaires. Ça, c'est quoi qu'il nous le dit? C'est aussi une proposition, c'est la proposition 15 du chapitre 18, qui nous dit que quand j'ai deux formes linéaires non nulles, alors les noyaux sont égaux si et seulement si les deux formes linéaires sont proportionnelles, sont collinaires. Et donc là, la collinarité des formes linéaires, donc ça serait, si vous préférez, f de x égale 0, ça serait g de x égale 0. Dire que les formes linéaires sont proportionnelles, ça voudrait dire que g de x serait égal à lambda f de x, donc autrement dit, les bi seraient égales à lambda fois chacun des ai. Proposition 12, donc j'aurais dû lui donner le nom de théorème parce que c'est une proposition qui est particulièrement importante et que souvent vous oubliez. Le premier point dit que l'intersection de m hyperplan est de dimension au moins égale à n-m, et le petit 2 c'est une espèce de réciproque qui dit que tout sous-espace de E de dimension égale à n-m s'écrit comme l'intersection de m hyperplan, autrement dit on peut trouver m hyperplan tel que mon sous-espace vectoriel soit égal à l'intersection de ces m hyperplans. Il faut bien faire attention que ici j'ai écrit un au moins n-m, tout simplement parce que quand on intersecte m hyperplan, vous imaginez que je pourrais prendre m fois le même hyperplan, auquel cas ça serait pas de dimension n-m, ça serait de dimension n-1. Et donc ce qu'il faut comprendre dans cette proposition, c'est qu'à chaque fois que j'intersecte avec un hyperplan, la dimension, soit en fait elle reste identique, soit la dimension elle va descendre d'un cran. Et donc dans le pire des cas, quand j'aurai intersecté m hyperplan, j'aurai un espace vectoriel de dimension au moins égale à n-m. La démonstration, donc je prends m hyperplan, je prends les formes linéaires non nulles associées, donc c'est-à-dire que hi égale noyau de fi, et je construis une application phi qui à x associe ce m uplé. Et ce qui est facile de voir, c'est que phi est une forme linéaire, et ce qui est facile de voir aussi, c'est que le noyau de phi, c'est l'intersection de tous les hi. En effet, phi de x est égal à 0, ça veut dire que f1 de x est nul, f2 de x est nul, fm de x est nul, etc. Ça veut dire que x, il appartient au noyau de chacun des fi, autrement dit, il appartient à chacun des hi. Et maintenant, on peut appliquer le théorème du rang, plus exactement la formule du rang, qui dit que la dimension du noyau, c'est la dimension de E moins le rang de phi. La dimension de E, c'est n, et le rang de phi, évidemment, le rang de phi, l'image de phi, c'est un sous-espace de km, donc le rang de phi sera inférieur ou égal à m. Et avec le moins devant, le tout sera supérieur ou égal à n-m. Donc on a démontré que la dimension du quart de phi, c'est-à-dire la dimension de l'intersection des hi, est supérieure ou égale à n-m.